À nouveau, bonsoir, madame, monsieur, chers internautes. Merci d'avoir pris le rendez-vous de la rubrique L'invité du soir. Nous sommes vendredi 17 octobre 2025 et je vous retrouve sur ce plateau pour parler politique. Et ce vendredi, nous recevons Irénée Agossa qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir Irénée, bienvenue. Merci, bonsoir madame Avaligay. On va le rappeler, vous êtes manager qualiticien, vous êtes également membre du bureau politique L'Union progressiste Le Renouveau. Merci de nous gratifier tous les vendredis de votre présence sur cette émission 120 minutes Actu Soir. Irénée Agossa, les quinquennats talents, c'est le sujet qui retient notre attention ce soir. Les deux différents mandats de talents entre désenchantement des uns et ralliement des autres. On sait qu'en 2016, pour la présidentielle, il y a eu plusieurs figures politiques qui ont accompagné la candidature du président Patrice Talon, mais aujourd'hui, on ne les voit plus forcément. Quelle lecture faites-vous, on va dire, de ce comportement-là, de ces figures politiques qui, entre-temps, on va dire, encourageaient la candidature de Patrice Talon? Aujourd'hui, on ne les voit plus. C'est possible ce que vous dites, c'est même une réalité. Mais pour comprendre ce processus, c'est quoi? C'est qu'il faut aller vers ce qu'a adopté le président Talon. Le président Talon, au cours de sa campagne, a parlé d'une rupture. Donc, le principe de la rupture est adopté par le président Talon. Donc, il a promis en campagne et il a fait de cette rupture un processus. Et c'est un processus très exigeant. Et ce qu'on peut dire de président Talon, c'est qu'il n'a pas fait de la rupture un slogan. Donc, il a mis en application cette rupture. Une rupture de quoi? La rupture du système qui, en fait, rongeait notre économie, détruisait la stabilité politique, empêchait la croissance économique, mettait en cause notre processus démocratique. Souvenez-vous qu'il y a un président ici qui a parlé de démocratie Nescafé et que dans cette démocratie, on ne pourrait pas évoluer. Le clientélisme politique qui s'est installé au Parlement, la transhumance, tout ce qu'on peut trouver comme problèmes qui sont liés, bien sûr, au mauvais fonctionnement du processus démocratique, était là et empêchait tout le monde d'évoluer. Et le président Talon a dit, nous allons rompre avec. Mais il a dit et il a appliqué. Et voilà le problème. Quand lui l'a dit et qu'il l'a appliqué, c'est devenu un problème pour ceux qui l'ont soutenu, qui croyaient que ce n'était pas applicable parce que dans le pays, quand on le dit, on ne le faisait pas. Quand tu le dis, tu ne le fais pas. Donc voilà, quelqu'un pour la première fois a dit et qui dit qu'il faut le faire et il l'a fait. Et dès qu'il l'a fait, alors les habitués de l'ancien système qui étaient avec lui se sont retrouvés en difficulté. Voilà qui sont ses partenaires. Mais ils se sont retrouvés en difficulté. En difficulté, ils ont fait quoi? Ils ont préféré rompre les rangs et dire nous ne pouvons pas tenir parce que eux, ils sont des gens qui ont maîtrisé l'ancien système. Et il faut reconnaître qu'effectivement, c'est ce système qui a amené le président Talon au pouvoir. Mais le président Talon a eu le courage et l'audace de dire il faut finir avec. Mais ils étaient dans l'illusion que cela n'allait pas se réaliser. Et du coup, c'est ceux-là dont vous parlez et qui, en fait, sont partis. Ils sont partis, chacun en prenant sa voie et chacun avec sa méthode. Il y a eu des démissions. Il y a eu des gens qui ont remis en cause l'autorité de l'État, etc. Et la dernière en date, vous savez comment ça a été achevé, donc ça n'a pas été bien pour notre pays. Donc, c'est ceux-là qui ne supportent pas la rigueur qu'incarne alors la rupture. Ils ne veulent pas de cette rigueur. Ils préfèrent parler d'une rupture détournée. Pour eux, c'est que la rupture ne peut pas être une réalité. Il faut que cela soit un slogan. Et c'est ce que le président Talon a refusé. Et c'est son tort. Et c'est ce que le peuple doit lui reconnaître. C'est ce qu'on doit lui reconnaître. Et c'est d'ailleurs son mérite. Donc, on doit le supporter parce que c'est au nom du peuple que lui l'a fait. Et il a pris ce risque de tourner le dos à ses amis.
ses anciens amis et ses anciens compagnons de lutte. Effectivement, hein, il y a quand même de transformations assez remarquables, mais dans le même temps, il y a une partie de la population qui pense que la vie est chère, c'est dur au pays. Du coup, il y a contraste. Que dites-vous de ces contrastes? Oui, c'est tout à fait normal quand le président s'est mis dans la logique de la rupture et que lui, il a dit que la réalité, c'est de rompre avec les anciens systèmes et d'être dans la logique maintenant du développement du pays. Hein, il y a quelque chose qui a changé. C'est que le président Talon a relevé le niveau d'exigence de l'État. Il a relevé ce niveau d'exigence. Du coup, c'est visible dans le pays. Nous voyons les infrastructures, tout ce que la croissance a apporté. C'est visible l'assainissement des finances publiques. Nous avons vu aujourd'hui que sur le plan culturel, l'identité culturelle de notre pays qui se fait remarquer à travers les Vaudou-Days, à travers la fête de la Garnie à Niki, à travers la rénovation bien sûr des palais royaux d'Abomey et autres qu'on est en train de prévoir avec Ketou, tout ça, ça donne de la valeur. Le palais de Porto Novo, etc., la statue de Tofa à Porto Novo, tout ça donne de la valeur culturelle. Donc, nous avons vu ce que ça veut dire l'exigence, le fait de relever l'exigence de l'État. Et quand il a fait, il y a une situation qui se pose maintenant. Tout apparaît aussi banal. On inaugurait dans ce pays quelques kilomètres de voies pavées. Le chef de l'État sortait pour aller inaugurer quelques kilomètres de voies pavées. Il sortait pour aller inaugurer une salle construite ici, etc., ou bien des additions d'eau. Mais tellement le niveau d'exigence de l'État a été relevé que même les autoroutes aujourd'hui ne sont plus inaugurées. Ça paraît banal. Ça paraît banal. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui se trouve derrière le collège Yagbe. Quand vous prenez la voie qui quitte Concorde vers maintenant Porto Novo en prenant par Sekandi, qui va Carrefour Sekandi. Donc, sa maison, avant cette voie, était derrière, et là encore, derrière le collège Yagbe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour aller le voir, entre-temps, il fallait passer par PK3. PK3, le carrefour PK3. Contourner, chercher les ruelles et garer même le véhicule quelque part et aller à pied. Parce que sa maison n'avait pas d'accès. On ne pouvait pas. Mais voilà maintenant qu'il y a une double voie. Et rapidement, on va chez lui. Mais je vais chez cet ami, il me dit que rien ne va dans le pays, qu'il est en difficulté. Là, maintenant, j'ai dit, mais comment? Tu as oublié le temps qu'on garait de l'autre côté pour venir chez toi? Il a soufflé un ouf pour dire, oh, c'est vrai. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que le président Talon a relevé ici les exigences de l'État. Il a dit qu'il faut faire le travail qu'il faut faire au nom de l'État, à partir de la rupture avec le système ancien. Mais ce qui doit être clair au niveau des autres, c'est quoi? Désormais, tout le monde, tout Béninois, comme vous et moi, nous sommes encore plus exigeants parce que nous voyons que c'est possible qu'on arrive à résoudre nos problèmes. On voit partout qu'il y a des infrastructures et que tout se passe bien. Alors nous disons que nous-mêmes, nous pouvons être encore plus exigeants. Mon ami là est devenu plus exigeant. Parce que ce n'est plus seulement la voie là qui l'intéresse, il a déjà oublié la voie, il devient plus exigeant. Mais quand il devient plus exigeant, lui, ce qui est normal d'ailleurs, et qui devient plus exigeant, c'est qu'il doit savoir qu'il a des devoirs. Lui, il a des devoirs en tant que citoyen. L'État vient de relever son niveau d'exigence. Lui-même, il devient plus exigeant en réclamant des choses, malgré tout ce qui s'est passé, parce qu'il sait que l'État en a les moyens, mais lui-même, il doit pouvoir jouer son rôle en tant que citoyen. C'est là où se trouve le hic. Les gens ne veulent plus jouer ce rôle. Ils ont le plaisir de réclamer. Mais il faut jouer ce rôle. En quoi faisant? En étant d'abord un bon citoyen à la maison, dans son quartier. Les lampadaires qui ont été installés, il ne faut pas laisser pour que des voyous viennent détourner et détruire les batteries. C'est un comportement civique qu'on doit faire.
donc qu'on doit avoir plutôt. Et ensuite, il faut que le citoyen ait un engagement en ce qui concerne les niveaux de décision dans la société. Je veux dire, s'engager dans les partis politiques et faire en sorte que la réforme du système partisan qui doit conduire à la détection des valeurs politiques, des valeurs dans la société, soit une réalité. Il faut désigner les hommes capables d'aller bien représenter la société au niveau des structures de décision. Et ça, c'est le rôle de chacun de nous. Ensuite, il faut qu'on arrive à contribuer, à payer nos impôts, à faire en sorte que la collecte des ressources au niveau local soit une réalité. C'est ça. Nous devons savoir cela. Et c'est ainsi que toute la chaîne va tourner et que nous aurons une croissance permanente à travers ce que nous produisons. Nous serons plus attractifs à travers ce que nous avons fait pour montrer désormais que nous sommes un pays capable de nous développer. Et alors les investisseurs viennent. Du coup, chaque couche sociale continue toujours de revendiquer, en quittant même l'individu. C'est le cas, par exemple, des AME. Tout le monde dit, il faut que nous ayons les moyens. C'est le cas des populations qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'eau, d'électricité. Il faut que nous ayons d'eau, d'électricité. Il faut que nous ayons plus d'écoles. Il faut que nous payions, bien sûr, les soignants, évidemment, c'est-à-dire les médecins et autres, et que nous équipons, bien sûr, les hôpitaux, tout ça. Il faut que notre armée soit équipée pour mieux faire face aux agressions. Donc, le niveau d'exigence nationale s'est élevé. C'est parce que le pays a montré que nous en avons les capacités. Du coup, tout le monde doit pouvoir œuvrer au sein des partis, au sein des structures de décision pour que la justice sociale soit une réalité. Nous devons être dans une société de mérite où la justice sociale doit être une réalité. C'est-à-dire, on ne peut pas prioriser telle catégorie plus que telle et nous ne devons pas laisser une certaine couche bénéficier plus des ressources plus que d'autres. Nous devons alors guetter tout pour que la justice sociale soit une réalité. Et c'est le rôle de l'État. Du coup, l'équilibre va se maintenir. Et chacun doit accepter, par rapport bien sûr à ce qu'il produit, accepter qu'il arrive à renflouer les caisses de l'État et que l'équilibre ne soit pas rompu. C'est ça qui est important. Donc, il ne faut pas que nous disions qu'il n'y en a pas pour tous, il n'y en a pas pour ça, etc. C'est vrai. Nous avons augmenté notre exigence, mais il va falloir que nous soyons dans les réalités, sachant que désormais, plus on évolue dans le pays, plus on devient plus exigeant et plus on doit être plus engagé pour le développement du pays. Donc, chacun doit jouer son rôle. C'est clair, gouverner ici, ce n'est pas flatter. Gouverner, c'est assumer. Nous devons assumer. Donc, gouverner, ce n'est pas flatter. On doit assumer. Donc, la mouvance ici assume une ligne importante, celle de la rigueur. Elle ne cherche pas à plaire nécessairement à tout le monde, mais elle veille à ce qu'il y ait l'équilibre social et que la justice sociale soit vraiment respectée. Et que la rupture qui a été engagée ne soit pas bénéfique seulement pour une seule couche, mais qu'elle soit bénéfique pour l'ensemble de la société. C'est ce qui est capital et ce qui est important. Donc, ceux qui disent que ça ne va pas, vous comprenez le contraste. C'est dû au fait simplement que une fois que l'État a augmenté son exigence, en réalisant des choses, en étant en capacité de résoudre certains problèmes, cela a augmenté bien sûr les exigences des populations, mais qui en retour doivent savoir que elles-mêmes doivent jouer leur rôle et doivent pouvoir être patients pour que chacun ait son tour en ce qui concerne la redistribution des gains. Et on ne pourra pas redistribuer ce qu'on n'a pas produit. C'est clair, il faut que ça soit clair dans la tête de tout Béninois. C'est ce qu'on produit
qu'on doit redistribuer. Nous ne pouvons pas redistribuer les emprunts. Nous devons investir pour que ça soit dans des investissements productifs et faire en sorte que cette croissance soit permanente et qu'on étende plus le filet social et renforcer ce filet social. C'est le rôle déjà du candidat de la fierté retrouvée et c'est pourquoi il a annoncé pour dire que lui, son rôle serait de faire ce travail et pour que ça marche. Et il a annoncé pour dire l'effort à fournir maintenant n'est plus autant que l'effort qui a été fourni. On a déjà fourni tellement d'efforts. Nous avons largement dépassé les 50%. Nous sommes même au-delà des 50, 60, 70%. Il nous reste à peine 30%. Il dit, nous allons vous accompagner dans cet effort pour que nous puissions élargir, bien sûr, le filet social et le renforcer pour le bien-être de chacun de nous. Et après, ce sera du coup la moisson. Irénée Agossa, c'est une évidence. Nous sommes tous des témoins oculaires de ces réalisations dont vous parlez. Mais l'autre chose dont on est également témoin, ce sont ces interpellations-là des politiques, des opposants. Vous le voyez également avec nous. Que dites-vous clairement de cet état de choses qui s'observent, ces gens qui auparavant étaient, on va dire, des amis, des proches intimes du président Patrice Talon qui aujourd'hui sont derrière les barreaux? Oui, ce n'est pas une question qui va surprendre les Béninois, etc. Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, personne ne doit être au-dessus de la loi. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Qui que ce soit, vous êtes. Dans la société, vous devez respecter la légalité en vigueur. Ceux dont vous parlez ont violé la loi et ils ont pris par les tribunaux de notre pays. Et ils ont été jugés conformément aux lois en vigueur. Ils ont eu tout ce dont on a besoin pour pouvoir être jugés dans notre pays. Donc, cela a été fait. Et tout le monde dans ce pays doit savoir que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, la colonne vertébrale, c'est la justice. C'est l'institution justice. Il ne faut jamais affaiblir la justice. Si nous affaiblissons la justice, c'est terminé. Nous perdons l'équilibre et nous perdons alors tout ce qui a comme avantage au sein de l'état de droit. Nous sommes dans une république et une république est fondée sur un état de droit. Donc, c'est clair. L'intérêt ici n'est pas personnel. C'est l'intérêt public. Et le juge, il juge au nom du peuple. Donc, il juge en se fondant sur les lois votées par les députés. Il n'invente pas les lois. Donc, ce qui est au niveau de la justice, c'est la procédure. Il faut voir si la procédure en place est équitable. Si la procédure n'est pas équitable, il revient encore aux députés de voter des lois pour pouvoir rendre cette procédure équitable. Donc, c'est ainsi le système en place. Donc, personne ne peut se plaindre. Et moi, c'est clair, je suis un exemple. Je suis un exemple. On n'arrête pas ici pour du n'importe quoi. Et ce n'est pas un président de la République qui arrête. C'est faux. Il faut qu'on enlève ça de la tête des citoyens. Le président de la République n'ordonne pas qu'on arrête. C'est une procédure judiciaire qui vous amène à être condamné. Et je suis un exemple, moi. Si on n'arrête pas à partir de la justice sur des faits concrets, mais je suis un exemple, on allait m'arrêter politiquement. Il n'y a pas des arrestations politiques. Il n'y a pas des arrestations fantaisistes. Non. Non et non. J'étais le premier en 2015 à condamner l'arrivée du président Talon par un discours sévère et très critique. J'étais le premier directeur de société à qui on a scellé le bureau pour faire des contrôles. Ça, c'est à partir de 2016. Et j'ai continué à critiquer le président jusqu'en 2021. Les vidéos sont là. Mes adversaires politiques publient ces vidéos partout pour montrer que j'ai été critique et tellement critique envers le chef de l'État. Je suis un témoin du fait que nous n'ayons pas de prisonniers politiques ni des élites politiques.
notre justice fait du bon boulot. Parce que si on arrêtait à cause de son opinion, mais j'étais le premier qu'on allait arrêter. Je vous ai dit en 2015, j'avais déjà critiqué l'arrivée du président. Montrez-moi quelqu'un parmi eux qui se dit aujourd'hui opposant, qu'on fasse sortir ses propos en 2015, qui critiquait déjà le président. Dites-moi parmi eux qui a fait sortir des vidéos qui parlaient bien sûr de la gestion du président, etc. de 2016 à 2021. Dites-moi parmi eux, ceux qui se disent opposants maintenant, vous n'allez pas voir. Mais pourtant, je n'ai pas été arrêté. Parce que simplement, le président Talon n'est pas ce qu'ils disent. Et notre pays est un pays de droit. Est un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. Donc si quelqu'un n'est pas en règle envers la République et qu'il a violé des lois, la justice s'occupe de lui. Donc ce n'est pas un président qui arrête ici. Donc le lien que vous faites entre le président et ses amis et la question juridique n'a pas de sens. Vous pouvez être frère du chef de l'État. Vous pouvez être son ami intime. Et si vous violez les lois de la République, on est obligé de vous interpeller. Donc, on n'interpelle pas ici sur la base de son opinion. Je dis non. Ceux qui disent dans ce pays qu'en réalité, nous avons des prisonniers politiques, des exilés politiques, je leur dis que c'est faux. Je le dis devant vous que c'est faux parce que simplement, voici moi qui ai critiqué, qui ai tout fait, qui ai géré, j'ai géré une société où on pouvait tout faire pour que ça soit quelque chose qui me concerne. Mais je n'ai pas été arrêté. Je vous dis quelque chose. J'étais à Paris en cette période et on m'a appelé ici pour me dire de ne pas rentrer. Ah, tu étais recherché, tu es recherché par le président, tout le monde te cherche ici, on va t'arrêter. Je pouvais me constituer en exilé politique, mais je suis venu chez moi. Mais on ne m'a pas arrêté. On ne m'a pas arrêté. Donc ça veut dire que nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. Ça, c'est mon expérience et c'est ma vérité. Donc, ceux qui n'ont pas respecté la légalité de l'État sont devant la justice. Personne n'a été arrêté parce que simplement, il a critiqué le chef de l'État. Je dis c'est faux. Moi, je l'ai critiqué et je suis là. Donc, il faut que ça soit clair dans la tête des Béninois et aucun président de la République n'arrête personne. Le président de la République s'occupe de la gestion du pays. Yahi n'a pas arrêté des gens, ce n'est pas Talon qui va faire arrêter. Ce n'est pas aussi celui qui va remplacer le président Talon qui va faire arrêter du tout. Si nous avons des problèmes au niveau des lois qu'appliquent les juges, c'est le rôle des députés de prendre ces lois et de les modifier et de pouvoir, en fait, voter de nouvelles lois qui vont s'imposer aux juges. Donc, nous n'avons pas ce problème dans le pays. Et quand les gens font de mauvais choix politiques, il faut qu'ils les assument. C'est une question de responsabilité désormais. Il faut assumer ces choix. Et non commencer par attaquer nos institutions, les affaiblir pour dire que nous avons alors tel problème de justice. Non. La criette n'a pas été créée pour juger les politiques. La criette a été créée pour régler des problèmes. Et les institutions qui ont été créées dans le pays, les instances de justice qui ont été créées dans le pays, c'est pour faciliter l'accès à la justice et permettre à ce que les gens aient raison. C'est ça ce qui s'est passé. Ceux qui ont tort, ceux qui ont raison. Et pour discuter de quelqu'un qui a été arrêté, aller chercher ses chefs d'accusation et savoir en réalité ce pourquoi il a été accusé, ce pourquoi il a été arrêté. Irénée Agossa, ce n'était pas forcément prévu, puisque vous évoquez le sujet, on va se permettre quand même d'aller dans le même sens que vous. Vous étiez l'un des adversaires du président Patrice Talon, vous étiez même à l'élection présidentielle avec votre colistier Corentin Koroué. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'après, on vous retrouve dans cette posture-là de soutenir les actions du président Patrice Talon? On se demande si ce n'est pas une stratégie politique pour justement éviter ces interpellations-là. Je n'ai jamais été interpellé avant et j'ai été critique
au niveau du chef de l'État bien avant ça. Bien avant. Donc, ce n'est pas maintenant en 2021 que j'aurais peur d'être arrêté. Je n'ai pas eu peur. Donc, et j'ai eu encore le courage, moi, d'aller jusqu'au niveau du président et dans sa mouvance pour avoir des parrainages. Je vois les gens qui courent maintenant, qui ont le parrainage et qui courent, qui en leur sein se retrouvent en difficulté même pour attribuer le parrainage à leur candidat. Nous avons eu le courage en ce temps d'avoir le parrainage. Mais vous posez un problème sérieux. Vous avez dit qu'est-ce qui justifie notre ralliement. Bien sûr. Je parle de moi. Mais mon objectif est clair depuis le début. Je crois qu'en 2016 et en 2015, je l'ai dit, je ne croyais pas à ce que un homme qui ne soit pas politique, qui ne soit pas du tout politique, soit capable de conduire notre pays dans des réformes comme nous sommes en train de faire aujourd'hui. Surtout la réforme capitale, la réforme du système partisan. La réforme du système partisan est une réforme capitale. J'ai toujours cru et je me bats toujours jusqu'aujourd'hui pour que le pays soit géré par les hommes politiques. Et au début, je ne croyais pas du tout que, effectivement, un homme d'affaires qui ne connaît que l'intérêt et qui a tellement de conflits d'intérêts autour de lui que peut conduire à une telle réforme de façon équitable dans notre pays. Et j'ai critiqué, je l'assume. Sur plusieurs plans, je l'ai critiqué, je l'assume. Mais voici la différence du président Talon et eux. Le président Talon, moi, m'écoutait. Contrairement à ce que les gens se disent. Il écoutait. Et il a conduit les réformes. Au risque de sa vie. Il a conduit les réformes. De bout en bout, les résultats sont là. Nous sommes aujourd'hui à une phase d'élection présidentielle. Vous voyez comment le pays est calme, avec la stabilité politique, avec la paix, où tout se déroule dans le pays, comme si de rien n'était. L'attractivité du pays est maintenue. Les investisseurs sont là. Le pays est au travail. Les résultats sur le plan scolaire sont là. Les grèves anarchiques sont terminées et tout le monde est content. Nous avons dit ici que les exigences ont été relevées de part et d'autre. Donc, tout le monde est satisfait. Il a conduit le pays de façon royale vers le développement et avec une rigueur, avec une méthode. Mais je n'y croyais pas. Et voilà que le monsieur l'a fait. Ma conviction politique m'oblige à aller vers lui. Pas nécessairement seulement vers lui, mais soutenir ces réformes. Je soutiens fermement ces réformes. Nous devons continuer dans le sens des réformes. Nous avons aujourd'hui 5 candidatures seulement enregistrées. Et ce n'est pas encore les candidats valables, puisque les dossiers seront étudiés pour voir le nombre de candidats que nous allons avoir à la fin. Mais alors, n'avons-nous pas réussi au niveau de cette stabilité politique, où la croissance économique est maintenue, où nous sommes dans une logique parfaite de développement du pays? Je suis allé avec conviction à soutenir le président. Et en principe, tous ceux qui étaient opposants devaient être dans la même logique que moi. Parce que nous nous opposons au président, croyant que le président ne peut pas faire certaines choses. Parce que nous étions tous contre l'ancien système qui détruisait le pays. Et voilà quelqu'un qui dit, je vais rompre avec ce système et qu'il a réalisé. Donc, tous ceux qui étaient dans la logique de l'opposition devaient se joindre, bien sûr, au président et aller dans le même sens. Les vrais opposants du président, vous le savez, c'est ceux qui ont été déçus, qui sont ses collaborateurs qui ont été déçus du fait qu'il n'a pas fait de la rupture un slogan. Donc, ceux qui sont en réalité des opposants qui se disent opposants, qui se disaient opposants comme moi, doivent me suivre. Et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est ceux qui sont dans le déni. C'est ceux qui ont refusé tout systématiquement, qui ne veulent rien comprendre, qui sont dans la compromission, qui sont dans le complotisme, qui sont dans le populisme anti-institutionnel et qui ne veulent pas le développement du pays.
On a compris, Irénée Agossa, que vous voulez le développement du pays et c'est ce qui justifie justement ce ralliement. Madame, Monsieur, nous sommes au terme de cette interview. Irénée Agossa, merci d'être venu nous donner toutes ces explications sur le sujet. Je le rappelle, ce soir, le sujet, c'était les quinquennats talents entre désenchantement des uns et ralliement des autres. On va se donner rendez-vous très prochainement. À bientôt.